Bonjour à toutes et à tous. Donc, très content d'être ici. Je vais essayer de terminer en beauté. Vous allez voir, c'est beaucoup une présentation qui peut être axée dans la pratique. Donc, je vais vous proposer une réflexion qui est sur la contribution de deux projets de recherche. Désolé, je recommence. Sur la contribution de la recherche au processus de démocratisation du travail et des services à partir de deux projets de recherche qui se sont déroulés dans le secteur de la santé et des services sociaux et auquel j'ai participé. Donc, un premier qui était de définir et d'implanter un nouveau rôle infirmier à l'échelle nationale et un second qui était d'implanter et qui est encore d'implanter, il est en cours, un nouveau modèle de soins en groupe de médecine familiale. Donc, dans les deux cas, nous avons utilisé la recherche en partenariat. Mais peut-être avant que je rentre dans tous ces détails, je vais vous présenter les autres membres de cette équipe pour rendre à César ce qui est à César, bien sûr. Donc, nous avons Nancy Côté, qui est chercheur principal sur les deux projets, qui est également professeur au département de sociologie de l'Université Laval. Andrew Freeman, qui est co-chercheur sur les deux projets et professeur au département de réadaptation de la faculté de médecine de l'Université Laval. Et Mme Nathalie Jovin, qui est conseillère scientifique spécialisée à l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être un plan de communication en 5 points. Donc, en premier, pourquoi faire de la recherche en partenariat dans le réseau de la santé et des services sociaux? Quelle est l'approche de la recherche en partenariat que nous avons utilisée? Une brève présentation des deux projets, donc un qui est terminé et l'autre qui est présentement en cours. Et juste avant de conclure, donc, 3 principes sur lesquels repose le processus de démocratisation de l'organisation du travail et des services. Est-ce que ça vous va? J'ai rien préparé d'autre. Non, moi j'aimerais que tu me parles d'amour. Donc, premièrement, pourquoi faire de la recherche en partenariat dans le réseau de la santé et des services sociaux? C'est principalement pour faire face à la complexité des organisations de santé, puisqu'ils sont soumis à des transformations de façon continue, comme on peut le voir ici. Cette complexité est caractérisée par une structure où le pouvoir est diffus et partagé, où il y a une multitude d'acteurs qui sont interdépendants, mais qui ont des valeurs et des ambitions qui sont divergentes, et où la prise de décision s'effectue sur plusieurs paliers. Il y a un lien hiérarchique qui est certain entre les membres du réseau, et ce lien fait en sorte qu'ils peuvent agir mais seulement à petite échelle sur leur direction et non sur l'ensemble du système. Donc ici, la recherche en partenariat va permettre de tenir en compte des perspectives des différents acteurs du réseau et de permettre de les mobiliser afin d'emmener un changement qui sera durable. Donc, en ce qui concerne notre approche de la recherche en partenariat, tout premièrement, les partenaires ne sont pas des co-chercheurs et n'ont pas les mêmes rôles que les membres de l'équipe de recherche. Donc, c'est certain qu'ils vont avoir un rôle dans la bonification de la réalisation de la méthodologie, des questions et des objectifs de recherche, mais ils ne vont pas jouer de rôle dans l'analyse ou les conclusions du projet. Le but ici est d'assurer l'indépendance et la transparence, bien sûr, de la recherche. Les relations entre l'équipe de recherche et les partenaires doivent être égalitaires, et cela malgré leur rôle et leur place dans le réseau de la santé. L'équipe de recherche doit avoir une démarche de recherche qui est cyclique et un retour constant auprès de l'expertise des partenaires. Et finalement, nous devons avoir également une approche proactive de transfert des connaissances pour permettre aux acteurs dans les milieux de se mettre au travail le plus rapidement possible. Donc ici, je vais vous présenter le premier projet. Donc, il s'intitule « Les facteurs contributifs à l'optimisation de la pratique d'un infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, enjeux d'optimisation du rôle des IPS, de collaboration interprofessionnelle et d'accessibilité à des soins et des services ». C'est pas moi qui choisis les titres. Peut-être pour faire plus simple, je vais le nommer projet 1 ou projet IPSPL. Donc, ce projet concernait, parce qu'il est terminé, l'intégration d'une nouvelle pratique infirmière en première ligne au Québec, soit celui d'une infirmière praticienne spécialisée en première ligne, ce que les médias vont nommer la super infirmière. Donc, pourquoi on l'appelle ainsi? C'est parce qu'elle combine l'exercice d'une pratique infirmière qui est avancée,
donc des études de 7 ans, qui se terminent par la maîtrise, mais également l'exercice de 5 activités médicales qui habituellement étaient réservées aux médecins. Donc, on peut penser à la prescription d'examens diagnostiques, à des médicaments, mais également à des traitements médicaux. L'infirmière praticienne spécialisée doit travailler en partenariat avec un ou plusieurs médecins en tout temps. Et pour faire une petite histoire courte ici, la profession d'IPSPL a été créée en 2007 au Québec, mais existait déjà au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, c'était dans une optique d'améliorer l'accessibilité à des soins et services de première ligne, mais son déploiement ici, dans le réseau, s'est heurté à plusieurs obstacles, principalement dans la confusion qui entourait leur rôle. Donc, ce n'est pas tout à fait une infirmière, c'est plus qu'une infirmière, mais ce n'est pas un médecin. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va engendrer des difficultés de collaboration et même une résistance chez certains professionnels. Donc, on peut dire qu'au Québec, l'intégration dans les équipes des infirmières praticiennes spécialisées a été effectuée de manière très variable selon les équipes et les régions. Donc, ça a été très milieu et individu dépendant. Donc, notre objectif général pour le premier projet était de mieux comprendre les facteurs qui freinent et habilitent les acteurs au niveau local, régional et provincial pour une utilisation optimale du rôle de l'infirmière praticienne spécialisée. Et nous avions 2 objectifs spécifiques qui étaient de comprendre comment les différents acteurs au niveau local, régional et provincial influencent le développement de la pratique et du fonctionnement de l'infirmière praticienne spécialisée, en tenant compte du contexte et des dimensions structurelles et d'identifier des pistes d'action pour une utilisation optimale du rôle de l'IPSPL. L'étude a pris place dans 3 régions du Québec, donc qui ont été sélectionnées selon certaines caractéristiques populationnelles, géographiques, mais également au niveau des services et des structures qui étaient en place, et selon les conditions d'implantation des infirmières praticiennes. La collecte de données s'est faite par entrevue semi-dirigée et groupe de discussion, et notre échantillon était composé d'infirmières praticiennes spécialisées, bien sûr, mais également de médecins partenaires qui vivent ce partenariat, de gestionnaires et d'acteurs clés. Donc, le deuxième projet, les facteurs contributifs à l'optimisation du travail d'équipe à la clinique Archimède, enjeu d'optimisation du rôle des professionnels, de collaboration interprofessionnelle et d'accessibilité à des soins et services de santé. Donc, encore là, une fois, pour faire simple, le projet numéro 2 ou le projet Archimède. Donc, dans ce projet en fait vise l'implantation de nouveaux modèles de soins dans un groupe de médecine familiale qui est dans l'un des secteurs les plus défavorisés de la ville de Québec. Donc, le nouveau modèle de soins s'appuie sur une équipe interprofessionnelle et un travail de collaboration où le rôle du médecin est différent de celui des autres cliniques que l'on peut dire traditionnelles du Québec. Donc, il y a beaucoup moins de médecins, on en compte 4 seulement, et beaucoup plus d'autres professionnels, donc des infirmières cliniciennes, des infirmières praticiennes, mais également nutritionnistes, kinésiologues, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, psychologues et inhalothérapeutes. Donc, à la clinique Archimède, le patient va rencontrer le professionnel dont sa compétence peut être utilisée de façon optimale pour répondre à son besoin. C'est donc le bon professionnel pour le bon besoin. Donc, le patient peut voir en premier l'infirmière clinicienne, sinon l'infirmière praticienne spécialisée, sinon le médecin. Et selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, le projet Archimède pourrait représenter le développement des futurs groupes de médecine familiale au Québec par l'ajout substantiel de professionnels qui sont autres que le médecin et par la bonification de l'offre des services de proximité. Dans tout ça, le rôle de l'équipe de recherche a été de suivre et encore de suivre l'implantation de ce projet pilote. Donc, un seul objectif au niveau du projet Archimède, c'est de déterminer si la clinique, dans ses dynamiques et sa structure, est un modèle efficace du point de vue du travail d'équipe et efficient en termes de résultats patients par rapport aux ressources qui y sont investies. Donc, ce projet prend place dans 2 milieux du Québec, à la clinique Archimède bien sûr, mais dans une autre clinique témoin, à des fins de comparaison. La recherche est échelonnée sur une période de 2 ans, qui va nous permettre de documenter progressivement l'implantation du projet, mais également d'identifier les éléments qui facilitent ou non le travail de collaboration. Donc, la collecte de données se fera par entrevue individuelle semi-dirigée, groupe de discussion auprès des professionnels de la santé des 2 milieux, de certains acteurs clés de patients, mais également chez les agentes administratives qui sont souvent oubliées dans ce genre de projet.
finalement, il y aura une analyse économique de performance pour voir s'il y a une diminution globale des coûts pour le système de santé. Ce que les deux projets ont en commun ici, c'est qu'ils se déroulent bien sûr dans le secteur de la santé et des services sociaux du Québec, mais qui s'inscrivent également dans une démarche de co-construction des connaissances par la recherche en partenariat, mais également par l'implication de différents intervenants, et cela au niveau micro, méso et macro-organisationnel. Les projets impliquent des changements importants dans le mode de collaboration interprofessionnelle et de l'organisation des services, et son soutien initial provient des instances décisionnelles. Ce sont donc ces instances qui ont fait appel à notre équipe de recherche. Finalement, dans les deux cas, il y a une reconnaissance d'un problème et une volonté d'agir. Donc, en fait, ici, c'est essentiel de reconnaître que les différents acteurs du réseau de la santé et des services sociaux sont des experts qui sont dotés de connaissances que l'équipe de recherche n'a pas. C'est pour cette raison qu'il faut établir un partenariat. Et nous avons créé ces partenariats par la création de comités que nous appelons stratégiques, qui sont donc fondés sur la complémentarité des expertises. En ce qui concerne le premier projet, le projet IPSPL, donc nous avions beaucoup trop de partenaires parce que ce projet finalement était dans 3 régions du Québec, donc nous avions trop de partenaires pour créer un seul comité. Donc nous avons créé 2 comités, un stratégique et un de travail, où les buts étaient similaires, donc de suivre le déroulement de la recherche, mais également d'échanger avec l'équipe de recherche sur certains aspects méthodologiques. Mais ici, ce qui distingue ces 2 comités, c'est que le comité stratégique a été formé de partenaires qui évoluaient dans le réseau au niveau régional et provincial. Donc, nous avons pu utiliser ce comité afin de donner les grandes orientations du projet, mais également de discuter des résultats de recherche et des pistes d'action. En ce qui concerne le comité de travail, quant à lui, a été formé de partenaires qui évoluent au niveau local et régional seulement, et a été utilisé afin de faciliter le recrutement dans nos 3 régions, mais également d'apporter un éclairage sur les enjeux qui touchent la pratique d'un infirmier praticien spécialisé dans nos 3 régions. Pour ce qui est du deuxième projet, le projet Archimède, donc ce fut tout autre, puisque le projet est principalement un projet organisationnel, avant tout. Donc, il avait déjà sa propre structure de comité. Donc, nous nous sommes greffés à cette structure. Nous avons donc créé un seul comité stratégique afin de ne pas dédoubler la participation des partenaires qui siégeaient sur les autres comités et pour ne pas non plus les sursolliciter. Donc, dans ce comité, nous sommes allés chercher des partenaires qui évoluaient au niveau local, régional et provincial. Donc, ici, on a relevé 3 grands éléments clés qui favorisent le processus de démocratisation de l'organisation du travail et des services. Donc, il y a premièrement la reconnaissance de la complexité du réseau. Il faut qu'il y ait une co-construction d'une vision commune entre l'équipe de recherche et les partenaires. Et finalement, il faut également qu'il y ait la création d'un leadership qui est partagé. Donc, la reconnaissance de la complexité du réseau, ici, en fait, ça renvoie à impliquer une multitude d'acteurs dans le processus de recherche, chacun avec leur savoir et leur rôle respectif. Mais il faut également s'assurer que leur implication soit à l'échelle micro, méso et macro. Et cela a pour but de reproduire la complexité du réseau à l'intérieur de notre comité stratégique. Donc, si je prends par exemple le premier projet, le projet IPSPL, pour comprendre comment les différents acteurs au niveau local, régional et provincial influencent le développement de la pratique des IPSPL, nous devons comprendre les perspectives et les enjeux de chacun des acteurs. Donc, nous avons au niveau local les infirmières elles-mêmes, les médecins partenaires, mais également les autres professionnels qui les côtoient. Donc, ce milieu local, ces GMF sont gérés dans les régions par les CIS et CIUS, donc les centres intégrés et intégrés universitaires de santé et de services sociaux, qui relèvent eux-mêmes du ministère de la Santé et des services sociaux.
Et en plus, nous avons les différents professionnels du milieu local qui, eux, relèvent des différents ordres professionnels, donc dans nos partenaires nationaux ici. Donc, c'est certain qu'il faut qu'il y ait deux approches, donc une qui est descendante et une qui est ascendante. Donc, une descendante pour qu'il y ait l'élaboration des politiques de changement qui vient du haut de la hiérarchie, et ascendante pour prendre en compte l'expérience des acteurs qui vivent le changement sur le terrain. En ce qui concerne la co-construction d'une vision commune, ici, c'est le résultat d'une négociation entre les différents intérêts des acteurs qui siègent au comité stratégique. Le processus renvoie à un mouvement qui est double et paradoxal. Donc, il est premièrement l'expression de la diversité des points de vue qui, malgré les structures de pouvoir qui sont inégales entre les partenaires, sont considérées comme ayant une valeur qui est égale. Et, paradoxalement, c'est cette expression de cette diversité qui permet la création d'une vision commune de la nature des problèmes et des solutions à mettre en place. Donc, ici, c'est certain que nous ne disons pas qu'il n'y a plus de divergence entre les partenaires, mais plutôt que le processus de recherche va faire en sorte que ce qui gagne en importance, c'est ce qui rallie l'ensemble des acteurs. Donc, ici, je peux prendre comme exemple, finalement, dans le second projet, le projet Archimède, il y a eu la co-construction d'une vision commune autour des problèmes que vivaient les agents administratifs. Donc, nous avons découvert lors de la première phase de la collecte des données qu'il y avait certaines difficultés au niveau du secrétariat. Et ces difficultés venaient du fait qu'ils ont dû ajuster de manière importante leur travail dans le cadre de cette implantation de projet pilote. Mais ces difficultés sont passées sous le radar lors de l'implantation, puisqu'elles n'étaient pas invitées aux réunions des comités. Donc, elles vivaient beaucoup de changements, c'était beaucoup d'essais-erreurs, il y avait quelque part un sentiment d'incompétence, et même qui générait même une certaine vulnérabilité professionnelle. Donc, très vite, nous avons partagé cette information aux membres du comité, et des solutions ont été trouvées, donc de les inclure davantage dans le processus de changement, et notamment les intégrant dans les comités organisationnels. Donc ici, il y a eu la co-construction de la vision commune qui était, par l'ensemble des partenaires, qui était de ne pas sous-estimer les difficultés qui étaient vécues par les agents administratifs. Et finalement, ici, en ce qui concerne le leadership partagé, il se base sur des liens de confiance et la capacité de l'équipe de recherche à négocier l'expression des divergences et des tensions qui peuvent être inhérentes au processus de recherche. Donc, l'équipe de recherche ici doit assurer la neutralité et exprimer une distinction qui est franche entre le rôle de l'équipe et les différents partenaires. Et finalement, l'équipe de recherche doit voir à la mobilisation conjointe des réseaux d'influence des partenaires afin de favoriser la transformation organisationnelle dans le sens voulu. Donc, rapidement, je vois qu'il me reste 3 minutes, c'est ça? 2 minutes? Donc, un exemple ici de leadership partagé. Donc, dans le premier projet, le projet IPSPL, il y a eu la mise en place d'un leadership partagé entre les partenaires, leur réseau d'influence et l'équipe de recherche, qui a permis de soutenir l'intégration des infirmières praticiennes spécialisées, notamment par l'élaboration d'un guide du Collège des médecins, qui était pour l'accompagnement, pour un partenariat réussi entre le médecin partenaire et l'infirmière praticienne spécialisée, mais également la mise en place d'un comité d'implantation des infirmières praticiennes dans la région de la capitale nationale et le déploiement d'un plan de rayonnement de la recherche. Donc, afin de conclure, donc, il y a des complexités dans les organisations de santé qui appellent à une approche de recherche qui doit être cohérente avec cette complexité. Donc, elle doit s'appuyer sur une mobilisation d'acteurs à différents niveaux d'organisation. Il doit y avoir une négociation, une co-construction d'une vision commune qui doivent transcender l'intérêt individuel des partenaires. Il doit y avoir une forme de leadership qui est partagée entre les partenaires et la recherche. Et il doit y avoir la mobilisation des réseaux d'influence pour favoriser les transformations organisationnelles.
Est-ce que j'ai encore 20 secondes? Oui. Oui, j'avais une citation. Là. Il est trop poli. Je vais terminer vraiment avec ça, parce que j'ai trouvé une citation de Henry Ford, puis je trouve qu'il illustrait bien la recherche en partenariat dans le réseau. Donc, Henry Ford. Oui, Henry Ford, qui aurait cru. Donc, il dit « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, mais travailler ensemble est la réussite. » Donc, cette réussite ici ça se traduit pour nous par l'établissement d'un espace de co-construction et de négociation qui a été nécessaire au développement d'une vision commune et à l'établissement d'actions qui est concertée à l'échelle locale, régionale et nationale.